Ils ont demandé à la femme de ménage de traduire pour se moquer d'elle. Mais quand elle s'est mise à parler, elle a fermé le bec à toute la réunion. Mathilde Dubois n'aurait jamais imaginé que ce mardi matin changerait sa vie à jamais. Depuis 5 ans, elle travaillait comme femme de ménage dans le cabinet de conseil le plus prestigieux de Paris, invisible aux yeux des cadres qui la croisaient dans les couloirs, comme si elle n'était qu'un meuble de plus. Elle finissait de nettoyer les vitres de la salle de réunion au 20e étage quand le directeur général, Philippe Leclerc, entra précipitamment, téléphone à l'oreille. Sa voix résonnait dans la pièce vide, tandis qu'il hurlait au téléphone contre quelqu'un qui lui annonçait qu'un traducteur avait fait faux bond à la dernière minute. « Comment ça, il ne vient pas? La réunion avec les Japonais est dans 15 minutes », vociféra Philippe, passant une main dans ses cheveux grisonnants. « Vous avez une idée de ce que représente cette négociation ?» Mathilde continua de nettoyer, feignant de ne pas entendre. Elle savait qu'à leurs yeux, elle était transparente. Cela avait toujours été ainsi depuis son embauche. Le SMIC couvrait à peine les frais de son petit logement à Saint-Denis et les soins coûteux pour l'arthrite de sa mère, mais c'était le seul emploi qu'elle avait trouvé après des mois de recherche. 10 minutes plus tard, la salle commença à se remplir. D'abord arrivèrent les cadres de l'entreprise. Philippe Leclerc, le directeur, la cinquantaine, toujours vêtu de costumes onéreux et au parler haut. À ses côtés, Sophie Martin, la DRH, une femme élégante d'une 40aine d'années qui avait l'habitude de toiser tout le monde. Étaient également présents Nicolas Petit, le responsable commercial, et Jean-Pierre Moreau, le sous-directeur financier. Puis entrèrent les investisseurs japonais. 3 hommes d'âge mûr, impeccablement habillés, qui saluèrent l'assistance avec des révérences respectueuses. Mathilde sentit la tension dans l'air. Les Français étaient nerveux, transpiraient malgré la climatisation. « Mathilde, restez là !» ordonna Philippe, désignant un coin de la pièce. « Vous servirez le café à nos invités. » Elle acquiesça en silence, comme à son habitude. Elle connaissait bien ce scénario. En 5 ans, elle avait assisté à des dizaines de réunions semblables, toujours à servir le café, toujours invisible, toujours à écouter des conversations qu'elle n'était pas censée comprendre. Cher auditeur, si vous appréciez cette histoire, n'hésitez pas à laisser un like et surtout à vous abonner à la chaîne. Cela nous aide énormément à démarrer. Maintenant, poursuivons. Les Japonais s'installèrent, parcourant des documents et discutant entre eux dans leur langue. Mathilde remarqua qu'ils commentèrent les chiffres présentés, mais leurs expressions trahissaient de l'inquiétude. « Bien, messieurs », commença Philippe avec un sourire forcé. « Notre traducteur a eu un contretemps, mais je pense que nous pouvons communiquer en anglais. » Le plus âgé des Japonais, visiblement le chef de la délégation, acquiesça poliment, mais son anglais était manifestement limité. La communication devint laborieuse dès les premières minutes. « Peut-être devrions-nous reporter », murmura Sophie à Philippe. « Hors de question », rétorqua-t-il entre ses dents. « Cette négociation vaut 15 millions d'euros. Nous ne pouvons pas les laisser filer. » C'est alors que Jean-Pierre eut une idée qu'il trouva hilarante. Il regarda Mathilde, occupée à ranger les tasses, et lança assez fort pour être entendu. Et si Mathilde essayait de traduire? Il rit en regardant ses collègues. Cela pourrait être amusant en attendant une solution. Les autres cadres ricanèrent discrètement. Sophie se couvrit la bouche pour étouffer un rire. Nicolas secoua la tête, amusé par la situation. « Jean-Pierre, ne soyez pas cruel », dit Philippe, mais son ton trahissait qu'il trouvait cela drôle aussi. Quoique, « Mathilde, vous y connaissez quelque chose en japonais ?» Tous les regards se tournèrent vers elle. Mathilde sentit son visage s'embraser. Le moment qu'elle redoutait tant était arrivé. Pendant 5 ans, elle avait écouté les réunions, appris sur les affaires de l'entreprise, observé les stratégies et les échecs, toujours en silence. Et pendant tout ce temps, elle avait compris bien plus que quiconque ne l'imaginait. « Je... » hésita-t-elle, tenant fermement le plateau de café. « Je peux essayer. » Les rires s'amplifièrent. Jean-Pierre applaudit comme s'il assistait à un spectacle. « Ça va être bon », murmura Nicolas. Mathilde prit une profonde inspiration et s'adressa au Japonais. D'une voix claire et avec une prononciation parfaite, elle dit « Ohayo gozaimasu. Watashi wa Mathilde desu. Anata tachi ga konkai no bijinesu presentation ni tsuite nanika shitsumon ga aru nara yorokonde otetsudai shimasu. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Les rires cessèrent brusquement.
Les trois Japonais échangèrent des regards, visiblement surpris. Le plus âgé répondit en japonais, et Mathilde poursuivit la conversation avec aisance. Philippe était pâle. Sophie laissa tomber le stylo qu'elle tenait. Nicolas et Jean-Pierre se regardèrent, ne comprenant pas ce qui se passait. « Qu'est-ce qu'elle dit ?» balbutia Philippe. Le dirigeant japonais, M. Sato, répondit en anglais. « Elle nous a salués correctement et s'est proposée pour aider avec la présentation. Son japonais est excellent. » Mathilde sentait son cœur battre fort, mais garda son calme. Elle savait qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Après 5 ans à être traitée comme invisible, elle était enfin vue. Et c'était à la fois libérateur et terrifiant. « Mathilde !» dit Philippe, essayant de garder une voix ferme. « Où as-tu appris le japonais ?»« J'ai étudié, » répondit-elle simplement. Entre autres choses. Sophie tout sauta, essayant de reprendre le contrôle de la situation. « Eh bien, quelle coïncidence intéressante. Mais peut-être devrions-nous nous concentrer sur la réunion elle-même. » Mathilde hocha la tête et commença à traduire les présentations. Mais au fur et à mesure que la réunion avançait, elle remarqua des erreurs cruciales dans les chiffres présentés par les cadres. Elle avait appris sur les affaires de l'entreprise en écoutant les conversations toutes ces années et savait que les calculs étaient incorrects. Lorsque Nicolas présenta les projections financières, Mathilde l'interrompit. « Excusez-moi, il y a une erreur dans ces chiffres. »« Comment ?» Nicolas la fixa, irrité. « Les messieurs japonais posent des questions sur la marge bénéficiaire du secteur automobile. Les chiffres que vous avez présentés sont ceux du secteur textile. Cela pourrait compromettre toute la négociation. » Nicolas vérifia ses documents et pâlit. Elle avait raison. « Il doit y avoir eu une confusion avec les fichiers, » balbutia-t-il. Les Japonais discutèrent entre eux et Mathilde traduisit. « Ils disent que cela démontre un manque de préparation et d'organisation. » Philippe était rouge de colère, mais ne pouvait pas l'interrompre devant les investisseurs. La réunion continua, avec Mathilde corrigeant 2 autres erreurs importantes et répondant à des questions techniques qui laissaient les cadres bouche bée. Pendant une pause, lorsque les Japonais sortirent pour passer quelques appels, Philippe s'approcha de Mathilde. « Pour qui te prends-tu » chuchota-t-il, essayant de contrôler sa colère. « Tu es une femme de ménage. Reste à ta place. »« Ma place est là où mes connaissances peuvent être utiles, » répondit-elle, se surprenant elle-même par son courage. Sophie s'approcha aussi. « Mathilde, tu crées une situation très embarrassante. Je te suggère d'arrêter cette comédie. »« Comédie ?» Mathilde la regarda fermement. « Vous préférez que je vous laisse perdre 15 millions d'euros à cause d'erreurs que je peux éviter ?» Lorsque les Japonais revinrent, ils adressèrent leurs questions directement à Mathilde, ignorant les cadres. Ils voulaient connaître les tendances du marché, les analyses de compétitivité et les stratégies de croissance. À l'horreur de la direction, elle répondit à tout avec précision. « Comment sais-tu toutes ces choses ?» demanda Jean-Pierre, visiblement déconcerté. « 5 ans à nettoyer cette entreprise m'ont beaucoup appris, » répondit Mathilde. « Vous parlez comme si je n'existais pas, mais j'écoute. J'apprends, je comprends. » Monsieur Sato a posé une question en japonais, et Mathilde a traduit pour les dirigeants. Il veut savoir exactement quelle est ma fonction dans l'entreprise et pourquoi je ne participais pas à la réunion depuis le début. Philippe a avalé difficilement. Elle travaille dans le nettoyage. Les Japonais ont échangé des regards une nouvelle fois. Sato a dit quelque chose qui n'a clairement pas été bien reçu par les Français. « Qu'est-ce qu'il a dit ?» a demandé Sophie, inquiète. « Il a dit qu'il est inquiétant qu'une entreprise gaspille autant de talent, » a traduit Mathilde, « et que cela en dit long sur la culture organisationnelle. » La tension dans la pièce était palpable. Les dirigeants essayaient de sourire et de garder leur calme, mais il était clair que la situation leur échappait. Pendant la présentation suivante, Mathilde a remarqué que les Japonais posaient des questions de plus en plus précises, testant les réelles connaissances de l'équipe dirigeante. Et à chaque réponse vague ou incorrecte, ils semblaient être plus méfiants. « Mathilde-san, » a dit Sato directement à elle, « pourriez-vous nous expliquer quelle serait la meilleure stratégie pour entrer sur le marché français compte tenu des réglementations actuelles ?» Tous l'ont regardé avec attente. Mathilde a pris une profonde inspiration. Elle connaissait la réponse. Elle avait entendu des dizaines de discussions sur le sujet pendant ses tâches de nettoyage. Compte tenu des changements réglementaires des 2 dernières années, a-t-elle commencé,
Il serait plus efficace de se concentrer initialement sur les régions Île-de-France et Rhône-Alpes en établissant des partenariats locaux disposant déjà des certifications nécessaires. Cela réduirait le délai d'entrée sur le marché d'environ 8 mois et diminuerait les coûts initiaux de 30%. Les Japonais ont hoché la tête, visiblement impressionnés. Les dirigeants français étaient sous le choc. « D'où avez-vous obtenu ces informations ?» a demandé Nicolas, incrédule. « Du rapport que vous avez discuté la semaine dernière », a répondu Mathilde calmement. « Je nettoyais la pièce à côté. Vous parlez très fort. » Sophie a tenté de reprendre le contrôle. « Eh bien, je crois que nous avons suffisamment d'informations pour... En fait, a interrompu Sato en anglais, nous aimerions poser quelques questions spécifiques à Mathilde Sang sur la structure des coûts de l'entreprise. Ce qui a suivi a été une série de questions techniques, auxquelles Mathilde a répondu avec une précision chirurgicale. Elle a parlé des marges bénéficiaires, des structures de dépenses, des problèmes d'efficacité qu'elle avait observés et des opportunités d'amélioration que personne d'autre n'avait remarquées. « Comment avez-vous appris la gestion ?» a demandé Sato. « J'ai un master en administration des entreprises avec une spécialisation en affaires internationales, » a répondu Mathilde. « Et je parle 6 langues. » Le silence qui a suivi a été absolu. Sophie a laissé tomber son stylo une nouvelle fois. Philippe semblait avoir avalé sa langue. « Vous avez un master ?» a balbutié Jean-Pierre. « Oui, de la Sorbonne, avec mention. »« Alors pourquoi travaillez-vous comme femme de ménage ?» a demandé Nicolas. Mathilde les a regardés un par un avant de répondre « Parce que c'était le seul poste que j'ai pu obtenir dans cette entreprise. » Chers auditeurs, si vous appréciez cette histoire, n'hésitez pas à laisser un like et surtout à vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup, nous qui débutons. Maintenant, continuons. Sophie a tenté de se défendre. C'est impossible. Nous ne discriminons pas les candidats qualifiés. Vraiment ? Mathilde l'a regardé droit dans les yeux. Puis-je vous rappeler 5 entretiens que j'ai passés ici ces 2 dernières années ? 5 ? Sophie était clairement mal à l'aise. Pour assistante administrative, analyste junior, coordinatrice de projet, assistante marketing et analyste en ressources humaines. À chaque fois, j'ai reçu la même réponse. Vous n'avez pas le profil de l'entreprise. L'embarras était visible sur le visage de tous les dirigeants. Les Japonais observaient la scène avec un malaise croissant. Il a dû y avoir un malentendu, a tenté Philippe. Un malentendu ? Mathilde a senti toute la colère et la frustration de 5 années remonter à la surface. Le malentendu a été de croire que le savoir importait plus que les apparences. Sato a dit quelque chose en japonais et Mathilde a traduit « Il demande si notre entreprise a des politiques claires contre la discrimination et le gaspillage des ressources humaines. » Philippe transpirait visiblement maintenant. « Bien sûr que oui, nous sommes une entreprise moderne, inclusive. »« Moderne ?» Mathilde l'a interrompu. « Vous m'avez refusé des postes pour lesquels j'étais surqualifié parce que, selon les propres mots de Jean-Pierre lors d'un des entretiens, les gens comme moi ne correspondaient pas à l'image de l'entreprise. » Jean-Pierre a pâli. « Je n'ai jamais dit ça. » « Si. 3e entretien. Pour le poste d'analyste junior. Vous avez dit que je n'avais pas le background social adéquat pour représenter l'entreprise. Les Japonais ont discuté entre eux, visiblement troublés. Sato a posé une question directe à Philippe. Il veut savoir combien d'autres employés qualifiés travaillent en dessous de leurs compétences à cause de préjugés, a traduit Mathilde. C'est absurde, a protesté Sophie. Nous n'avons pas de préjugés ici. Non ? Mathilde l'a regardé. Alors pourquoi Monsieur Joseph, qui a un diplôme d'ingénieur, travaille comme concierge depuis 3 ans ? Pourquoi Madame Carole, qui a été enseignante pendant 20 ans, travaille en cuisine ? Pourquoi Raphaël, qui a un diplôme en informatique, est en maintenance ? Les cadres se sont regardés, ne sachant quoi dire. Il était évident qu'ils n'avaient jamais pris la peine de connaître les qualifications réelles de leurs employés. « Comment savez-vous tout ça ?» a demandé Nicolas. « Parce que je leur parle. Parce que je les traite comme des personnes, pas comme des meubles. Pendant 5 ans, pendant que vous m'ignoriez, j'ai bâti des relations réelles avec des gens réels. » Sato a posé une autre question et Mathilde a hésité avant de traduire. Il veut savoir si c'est la culture standard des entreprises françaises ou si c'est spécifique à cette organisation. « Que vas-tu répondre ?» a demandé Philippe, visiblement nerveux.
Mathilde la regardait fermement. « Je vais dire la vérité, que j'ai connu de meilleures entreprises, mais aussi de pires. » Pendant la pause déjeuner, les cadres ont tenté une approche différente. Philippe a appelé Mathilde en privé. « Mathilde, écoute, peut-être avons-nous sous-estimé tes compétences. Et si nous discutions d'une promotion, un meilleur poste, un salaire plus élevé? En échange de quoi ?» a-t-elle demandé. « Eh bien, peut-être serait-il préférable de ne pas mentionner ces questions de discrimination à nos investisseurs japonais. Cela pourrait nuire aux négociations. » Mathilde l'a fixé longuement. « Vous voulez que je mente pour de l'argent? Ce n'est pas mentir, c'est ne pas compliquer les choses. Les choses sont déjà compliquées, Philippe. La question est de savoir si vous allez agir pour résoudre le problème ou continuer à prétendre que tout va bien. » Quand la réunion a repris, les Japonais avaient une proposition. Ils voulaient que Mathilde participe officiellement aux négociations comme consultante de l'entreprise. « C'est impossible », a protesté Sophie. « Elle n'a pas l'autorisation pour... » « Alors donnez-lui l'autorisation, » a interrompu Sato en anglais, « ou nous pouvons considérer cette réunion terminée. » Le chantage était clair. Philippe n'avait pas le choix. « Mathilde, » a-t-il dit avec un sourire forcé, « accepterais-tu de nous aider comme consultante dans cette négociation? Quelles sont les conditions ?» a-t-elle demandé. « Conditions? Quelle est mon autorité, mes responsabilités, ma rémunération ?» Philippe n'était pas préparé à cette question. Il a hésité. « Eh bien, nous pouvons en discuter plus tard. » Non, Mathilde a été ferme. « Nous en discutons maintenant, devant tout le monde. » Les Japonais observaient avec un intérêt grandissant. Il était clair qu'ils appréciaient sa détermination. Après une négociation tendue, il a été convenu que Mathilde aurait toute autorité pour parler au nom de l'entreprise pendant les négociations, avec une rémunération équivalente à un poste de direction pour la durée de la consultation. Ce que personne n'attendait, c'est ce qui s'est passé ensuite. Mathilde commença à poser des questions directement aux dirigeants de l'entreprise, exposant des failles et des inefficacités que les Japonais ne connaissaient pas. « Philippe, dit-elle, pouvez-vous expliquer pourquoi les coûts opérationnels ont augmenté de 40% ces 2 dernières années sans augmentation correspondante de la productivité? Il y a plusieurs facteurs. Pouvez-vous être plus précis? Nos invités doivent comprendre où leur argent est investi. » Philippe était visiblement mal à l'aise. « Il y a eu quelques investissements en infrastructure. Vous parlez de la rénovation de votre bureau à 200 000 € ou des voitures de luxe pour la direction? Peut-être des voyages d'affaires dans des resorts. » Les Japonais prenaient des notes. Sato posa une question que Mathilde traduisit. Il veut savoir si ces dépenses sont correctement documentées et justifiées dans les rapports financiers. Bien sûr qu'elles le sont, tenta de se défendre Philippe, mais sa voix n'était pas convaincante. « Puis-je voir la documentation ?» demanda Mathilde. « Pour montrer à nos investisseurs la transparence de l'entreprise ?» Ce qui suivit fut une après-midi entière de révélations embarrassantes. Mathilde, avec sa connaissance détaillée des opérations de l'entreprise acquises pendant 5 ans d'observation silencieuse, exposa une série de problèmes que les dirigeants tentaient de cacher. Il y avait des contrats surfacturés avec des fournisseurs amis de la direction, des employés fictifs sur la liste des salaires, des projets abandonnés qui avaient coûté des millions, une culture du gaspillage et du favoritisme qui nuisait à l'efficacité de l'entreprise. « Comment savez-vous tout cela ?» demanda Jean-Pierre, exaspéré. « 5 ans à nettoyer les bureaux m'ont donné accès à beaucoup d'informations, » répondit Mathilde. « Vous laissez des documents importants traîner sur les tables, vous parlez d'affaires confidentielles devant la femme de ménage, vous discutez de stratégie comme si j'étais sourde. J'ai vu, entendu et appris. »« C'est une invasion de la vie privée, » protesta Sophie. « Vie privée ?» Mathilde rit amèrement. « Vous discutiez de ces choses à voix haute en ma présence. Si vous ne vouliez pas que je sache, vous n'auriez pas dû me traiter comme si j'étais invisible. » Les Japonais firent une pause pour discuter entre eux. À leur retour, Sato annonça « Après notre discussion, nous avons décidé de prendre plus de temps pour évaluer le partenariat. Des questions de gouvernance nous inquiètent. » Philippe paniqua. « Monsieur Sato, je peux vous assurer que tous ces problèmes peuvent être résolus rapidement. »« Peut-être, » dit Sato, « mais nous voulons voir des changements concrets avant de continuer.
et nous voulons que Mathilde-san soit notre interlocutrice principale pendant cette période. » « Comment ça ?» demanda Sophie. « Elle a fait preuve de connaissance, d'honnêteté et de compétence. Nous lui faisons confiance pour nous informer des changements dans l'entreprise. » Mathilde était aussi surprise que les autres. « Monsieur Sato, je vous remercie de votre confiance, mais acceptez-vous cette responsabilité ?» demanda-t-il directement. Mathilde regarda les dirigeants qui la fixaient avec un mélange de colère et de désespoir. Puis elle regarda les Japonais qui attendaient sa réponse avec un intérêt sincère. « J'accepte, » dit-elle finalement, « mais avec conditions. » « Quelles conditions ? Je veux une autorité réelle pour mettre en œuvre des changements, pas seulement cosmétiques, mais des changements structurels dans la culture de l'entreprise. » « Et que proposez-vous » Mathilde prit une profonde inspiration. C'était sa chance d'être enfin entendue. Premièrement, un audit complet de tous les employés pour identifier les talents gaspillés. Deuxièmement, un programme de développement interne pour utiliser correctement les qualifications existantes. Troisièmement, une politique transparente d'embauche et de promotion basée sur le mérite. Quatrièmement, un système de feedback anonyme pour que les employés signalent les problèmes. Cinquièmement, une révision de tous les contrats et dépenses opérationnelles pour éliminer le gaspillage. Les Japonais approuvèrent chaque point en hochant la tête. Les cadres français semblaient avoir avalé des couleuvres. « Et si l'entreprise ne met pas en œuvre ces changements ?» demanda Sato. « Alors vous saurez que ce n'est pas un partenaire fiable, » répondit Mathilde avec franchise. Philippe tenta une dernière carte. « Mathilde, vous oubliez que vous êtes encore notre employé. Vous ne pouvez pas agir contre les intérêts de l'entreprise. »« Je n'agis pas contre les intérêts de l'entreprise, » répondit-elle calmement. « J'agis pour les véritables intérêts de l'entreprise. La différence, c'est que vous confondez les intérêts de l'entreprise avec vos propres intérêts personnels. » Sato posa une autre question et Mathilde hésita avant de traduire. « Il veut savoir combien de temps il me faut pour mettre en place les changements et présenter un rapport complet. »« Combien de temps voulez-vous » demanda Philippe, résigné. « 3 mois, » répondit Mathilde. « 3 mois pour montrer ce dont cette entreprise est vraiment capable quand elle cesse de gaspiller son potentiel. » Les Japonais acceptèrent le délai et s'engagèrent à envoyer une équipe de suivi pour accompagner les changements. Lorsqu'ils sortirent, la pièce resta dans un silence absolu. « Vous venez de détruire notre entreprise, » dit enfin Sophie. « Non, » répondit Mathilde. « Je viens de lui donner une chance de devenir ce qu'elle aurait toujours dû être. » Cher auditeur, si vous appréciez cette histoire, n'hésitez pas à laisser un like et surtout à vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup à démarrer. Maintenant, continuons. Dans les jours qui suivirent, Mathilde commença à travailler sur les changements promis. Mais elle n'abandonna pas complètement ses tâches de nettoyage. Chaque matin, elle arrivait encore tôt et accomplissait ses tâches habituelles, mais passait désormais ses après-midi en réunion avec des employés de tout niveau, écoutant leurs histoires et identifiant les potentiels gaspillés. Ce qu'elle découvrit était pire que ce qu'elle imaginait. Il y avait un ingénieur civil travaillant comme réceptionniste parce qu'il n'avait pas d'expérience dans les cabinets de conseil. Une ancienne directrice marketing d'une multinationale travaillait à la cantine parce qu'elle était surqualifiée pour les postes disponibles. Un comptable diplômé travaillait aux archives parce qu'il n'avait pas le profil jeune et dynamique que l'entreprise recherchait. « Pourquoi ne m'avez-vous jamais parlé de vos qualifications ?» demanda Mathilde lors d'une réunion avec l'équipe d'entretien. Monsieur Joseph, le gardien de 62 ans, répondit « Pourquoi faire, ma fille? Personne ne nous a jamais demandé. Et quand on essaie de parler, ils pensent qu'on rêve trop haut. » Madame Carole de la cuisine ajouta « On a appris à se taire. C'est plus sûr comme ça. » Mathilde ressentit un mélange de colère et de tristesse. Pendant des années, l'entreprise avait gaspillé des ressources humaines précieuses par pure discrimination et manque d'intérêt pour connaître ses propres employés. Le premier changement qu'elle mit en place fut un système d'évaluation complet de tous les employés. Pas seulement la performance, mais aussi les qualifications, les expériences passées, les aspirations et les suggestions d'amélioration. Les résultats furent choquants. Sur les 120 employés de l'entreprise, 42 travaillaient bien en dessous de leurs qualifications. Des talents cachés à tous les niveaux, gaspillés par des années de négligence administrative. Philippe tenta de résister au changement. «
Mathilde, cela va créer le chaos. On ne peut pas réorganiser toute l'entreprise comme ça. Pourquoi pas? Demanda-t-elle. Vous perdez de l'argent en gardant des gens compétents à des postes inadaptés. Vous payez des cabinets extérieurs pour des services qui pourraient être faits en interne. Vous recrutez à l'extérieur alors que vous avez des talents sous-utilisés chez vous. Et si ça ne marche pas? Et si ça marche? Rétorqua Mathilde. Vous avez déjà essayé la méthode traditionnelle. Les résultats sont là. Inefficacité, gaspillage et une négociation de 15 millions d'euros en jeu. Sophie tenta une approche différente. Mathilde, j'admets que nous ayons peut-être sous-estimé certains employés, mais tu ne peux pas révolutionner notre structure organisationnelle du jour au lendemain. Je ne révolutionne rien, expliqua patiemment Mathilde. J'optimise. Je mets les bonnes personnes au bon poste. Cela aurait dû être fait depuis le début. La résistance des cadres s'est accentuée lorsque Mathilde a commencé à présenter des chiffres. Elle avait calculé que l'entreprise pourrait économiser près de 2 millions d'euros par an, rien qu'en réaffectant correctement le personnel et en éliminant les dépenses inutiles. D'où viennent ces calculs? Demanda Nicolas, sceptique. Des mêmes données que vous utilisez pour prendre des décisions, répondit Mathilde. La différence, c'est que j'ai inclus des variables que vous ignorez, comme le potentiel humain, la satisfaction au travail et l'efficacité opérationnelle. Elle présenta un plan détaillé de restructuration qui impressionna même les plus sceptiques. Il y avait des projections d'économie, des calendriers de mise en œuvre, des analyses de risques et des stratégies d'atténuation. « Comment as-tu appris à faire ça ?» demanda Jean-Pierre, sincèrement curieux. « En vous observant pendant 5 ans, répondit Mathilde, en voyant ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, en écoutant les plaintes des employés, en identifiant les goulots d'étranglement que vous ne voyez pas depuis vos bureaux de direction. Le premier vrai test est venu lorsqu'elle a proposé que M. Joseph soit transféré de la réception à la supervision des travaux. Il y avait 3 projets de rénovation en cours et l'entreprise payait une fortune pour des superviseurs externes. « C'est de la folie », protesta Philippe. « C'est un gardien de 60 ans. C'est un ingénieur civil avec 30 ans d'expérience dans le bâtiment, corrigea Mathilde. Et il connaît cette entreprise mieux qu'aucun superviseur externe. » Contre toute attente, le changement fut un immense succès. Monsieur Joseph non seulement supervisa les travaux avec plus d'efficacité que les consultants externes, mais il identifia aussi des problèmes qui auraient coûté des milliers à corriger plus tard. « Comment savais-tu que ça marcherait ?» demanda Sophie, visiblement impressionnée. « Parce que je l'ai entendu parler de construction pendant 5 ans, répondit Mathilde. Vous ne lui avez jamais demandé ce qu'il faisait avant de travailler ici. Moi, si. Le deuxième changement fut de promouvoir Madame Carole de la cuisine à assistante marketing. Elle avait été directrice marketing d'une grande entreprise agroalimentaire avant de prendre sa retraite et de chercher quelque chose de plus tranquille. Une cuisinière en marketing? Nicolas était incrédule. Une experte en marketing alimentaire développant des stratégies pour nos clients du secteur, corrigea à nouveau Mathilde. Une fois de plus, les résultats dépassèrent les attentes. Madame Carole apporta des idées précieuses sur le marché consommateur et aida à développer des campagnes plus efficaces pour 3 clients importants. Chaque succès renforçait la position de Mathilde et affaiblissait la résistance des cadres. Mais cela créa aussi de nouveaux problèmes. Certains managers intermédiaires commencèrent à se sentir menacés par les changements. Rémi Lambert, chef de projet, aborda Mathilde en privé. « Tu crées un climat d'instabilité. Les gens commencent à remettre en question la hiérarchie établie. »« Et c'est mal ?» demanda Mathilde. « C'est dangereux. La hiérarchie existe pour une raison. Sans elle, c'est le chaos. »« Rémi, as-tu peur de perdre ton poste ?» Il hésita avant de répondre. « J'ai peur que l'entreprise perde le contrôle. »« Le contrôle de quoi ? De personnes compétentes faisant un travail adapté à leurs capacités, d'employés motivés et valorisés, d'économies de ressources et d'une productivité accrue. »« Tu ne comprends pas comment fonctionne le monde de l'entreprise, » insista-t-il. « Je comprends très bien, » répondit Mathilde. « Je comprends que le monde de l'entreprise que vous avez créé ici est inefficace, gaspilleur et injuste. Et je comprends que cela peut être bien mieux. » La résistance s'est intensifiée lorsque Mathilde a proposé des changements dans la structure salariale. Elle avait découvert que de nombreux employés qualifiés gagnaient moins que des employés moins qualifiés
simplement à cause de leur poste formel. Cela va casser notre budget, a protesté Jean-Pierre. Cela va équilibrer notre budget, a corrigé Mathilde. Les augmentations pour les employés sous-évalués seront compensées par l'élimination des dépenses inutiles et l'augmentation de la productivité. Elle a présenté des tableaux détaillés montrant comment la restructuration salariale serait financièrement neutre la première année et rentable dès la seconde. Et si les employés promus ne parviennent pas à répondre aux attentes, a demandé Sophie. Alors ils retournent à leurs fonctions précédentes, a répondu Mathilde simplement. Mais au moins, nous leur aurons donné une chance. Chose que vous n'avez jamais faite. Le tournant est venu lorsque Raphaël Dupont, qui avait été transféré de la maintenance au service informatique, a résolu un problème technique qui coûtait des milliers d'euros par mois en consulting externe. Comment connaissait-il ce système ? A demandé Nicolas, impressionné. Parce qu'il l'a installé et maintenu pendant 3 ans, a expliqué Mathilde. Vous avez engagé des consultants pour résoudre des problèmes sur des équipements qu'il avait lui-même configurés. Les économies ont été immédiates et substantielles. En moins d'1 mois, Raphaël avait déjà fait économiser à l'entreprise plus qu'il ne gagnait en 1 an à son ancien poste. Les dirigeants ont commencé à réaliser que Mathilde ne réorganisait pas les employés uniquement pour des questions de justice sociale. Elle améliorait en réalité l'efficacité et la rentabilité de l'entreprise. « Aviez-vous tout planifié depuis le début ?» a demandé Philippe lors d'une réunion. « Je n'ai rien planifié », a répondu Mathilde, honnêtement. « J'ai simplement fait attention. Pendant 5 ans, vous avez gaspillé des ressources devant moi. J'ai vu les opportunités perdues, entendu les frustrations des employés, observé des inefficacités qui auraient pu être facilement corrigées. Pourquoi n'avez-vous jamais rien dit avant ? Quand ? Mathilde l'a regardé avec une expression mêlant tristesse et ironie. Les 5 fois où vous m'avez refusé des postes administratifs, ou pendant les années où vous m'avez traité comme un meuble, le silence qui a suivi a été gênant. Tous savaient qu'elle avait raison. Sophie a tenté de se défendre. Nous avons peut-être commis quelques erreurs d'évaluation. Quelques erreurs ? Mathilde a ri sans humour. Vous avez gaspillé des millions en potentiel humain. Vous avez engagé des consultants coûteux pour des problèmes que vos propres employés auraient pu résoudre. Vous avez maintenu des personnes frustrées et démotivées alors que vous auriez pu avoir une équipe engagée et productive. Et maintenant ? A demandé Jean-Pierre. Que se passera-t-il lorsque les 3 mois seront écoulés ? Cela dépend de vous, a répondu Mathilde. Les Japonais évalueront si les changements sont réels et durables. S'ils le sont, vous aurez le partenariat. Sinon, vous perdrez 15 millions d'euros et continuerez à gaspiller des ressources comme vous l'avez toujours fait. La pression a augmenté lorsque les Japonais ont envoyé leur équipe de suivi. 2 consultants expérimentés sont arrivés pour évaluer les progrès des changements promis. Hideki Kato et Haruki Kojima étaient des vétérans en évaluation d'entreprise. Ils n'étaient pas facilement impressionnés par des changements superficiels. Ils voulaient voir des résultats concrets et de réels changements culturels. Mathilde-san, a dit Kato lors de leur première réunion, nous sommes ici pour vérifier si les promesses sont tenues. Pouvez-vous nous montrer des preuves tangibles de changement ? Mathilde était préparée. Ces derniers mois, elle avait soigneusement documenté toutes les transformations mises en œuvre. Oui, a-t-elle répondu. Je peux vous montrer des économies de coûts, une augmentation de la productivité, une amélioration de la satisfaction des employés et une réduction des dépenses inutiles. Les chiffres étaient impressionnants. L'entreprise avait économisé 300 000 € dès le premier trimestre. La productivité avait augmenté de 22%. La satisfaction des employés mesurée par des enquêtes internes était passée de 40 à 78%. Comment cela a-t-il été possible en si peu de temps ? Demanda Kojima. En arrêtant de gaspiller ce que nous avions déjà, expliqua Mathilde. En cessant de lutter contre nos propres ressources humaines et en commençant à les utiliser correctement. Les consultants japonais ont passé 2 semaines à interroger des employés de tout niveau, analyser des documents, observer les processus et évaluer les changements. Ce qu'ils ont découvert a dépassé leurs attentes. Non seulement les chiffres étaient meilleurs, mais toute l'atmosphère de l'entreprise avait changé. Les employés étaient plus engagés, plus motivés, plus disposés à contribuer avec des idées et des améliorations. En 30 ans d'évaluation d'entreprise, dit Kato à Mathilde, j'ai rarement vu une transformation aussi profonde en si peu de temps.
Et nous avons rarement vu une résistance aussi intense de la part de la direction elle-même, ajouta Kojima. C'était vrai. Malgré les résultats positifs, certains cadres résistaient encore au changement, surtout lorsqu'ils ont réalisé que leur propre poste pouvait être en danger. Nicolas avait été le plus réticent. Lors d'une réunion tendue, il finit par exploser. « Cela ne peut pas continuer. Vous détruisez des années de travail, Mathilde. Vous créez des attentes irréalistes chez les employés. » « Des attentes d'être valorisées correctement ?» demanda calmement Mathilde. « Des attentes que tout le monde peut être promu, que la hiérarchie n'a pas d'importance, que l'expérience ne vaut rien. » Nicolas. Mathilde le regarda droit dans les yeux. « Quelle est votre formation ?»« Gestion d'entreprise. » « Où travailliez-vous avant de venir ici ?»« Dans une petite entreprise. Mais cela n'a rien à voir. » « Si, justement, vous avez été embauché parce que vous aviez le profil adéquat. Mais Monsieur Joseph, qui a plus de formation et d'expérience que vous, a été rejeté pour tout poste administratif parce qu'il n'avait pas le profil adéquat. Voyez-vous la contradiction ?» Nicolas rougit, mais ne put répondre. Mathilde continua. « Je ne dis pas que vous ne méritez pas votre poste. Je dis que d'autres méritent aussi des opportunités basées sur leurs compétences, pas sur leur apparence ou leur profil social. » La tension dans l'entreprise montait. Certains employés étaient enthousiastes face au changement, d'autres inquiets. Certains cadres reconnaissaient les bénéfices, d'autres luttaient contre la perte de privilèges. C'est dans ce contexte qu'eut lieu l'incident qui faillit détruire tout le progrès accompli. Sophie découvrit que Mathilde avait enregistré des conversations des cadres pendant des années. « C'est inadmissible !» cria-t-elle lors d'une réunion. « Vous nous avez espionnés, violé notre vie privée. Espionné ?» Mathilde resta calme. « Vous disiez ces choses en ma présence. Si vous ne vouliez pas que je les entende, vous n'auriez pas dû me traiter comme si j'étais sourde et muette. Mais enregistrer des conversations sans autorisation est un délit. Enregistrer des conversations sur le lieu de travail pendant l'exercice de ses fonctions n'est pas un délit, corrigea Mathilde, et je n'ai rien enregistré en secret. J'ai laissé mon téléphone enregistré ouvertement sur mon bureau en travaillant. Vous ne faisiez simplement pas attention parce que vous me croyiez insignifiante. » Philippe intervint. Indépendamment des questions légales, cela montre un manque d'éthique. Un manque d'éthique ? Mathilde le regarda avec incrédulité. Comme les commentaires discriminatoires que vous faisiez sur les employés, comme les décisions basées sur des préjugés, comme le gaspillage de fonds publics pour des avantages personnels. C'est différent. Vraiment ? Pourquoi ? Parce que vous êtes des cadres et que je n'étais qu'une femme de ménage. La discussion s'intensifia. Les Japonais présents à la réunion observaient tout avec une inquiétude croissante. Kato interrompit la discussion. « Pouvons-nous écouter ces enregistrements ?» Mathilde hésita. Montrer les enregistrements serait exposer définitivement tous les problèmes de l'entreprise, mais les cacher serait trahir la confiance des Japonais. « Oui, » dit-elle finalement. « Vous pouvez les voir. » Ce qui suivit furent 2 heures des révélations les plus gênantes de l'histoire de l'entreprise. Des conversations sur le rejet de candidats qualifiés pour des questions d'apparence, des discussions sur la surfacturation des clients, des commentaires désobligeants sur les employés, des décisions basées sur le favoritisme et les préjugés. Quand les enregistrements prirent fin, le silence dans la salle était absolu. Les cadres étaient pâles. Les Japonais étaient visiblement troublés. « Cela représente-t-il la vraie culture de cette entreprise ?» demanda Kojima. « C'était le cas, » répondit Mathilde. « C'est contre cela que nous nous battions. C'est cela que nous essayions de changer. » Philippe tenta de se défendre. Ces conversations ont été sorties de leur contexte. « Contexte ?» l'interrompit Kato. « Quel contexte justifie une discrimination basée sur des préjugés ?» Sophie essaya de minimiser. « Ce sont des moments isolés. Ils ne représentent pas notre politique. 5 ans de moments isolés, » corrigea Mathilde, « et ils représentent exactement la politique non officielle de cette entreprise. » Les Japonais demandèrent un temps de délibération. À leur retour, Kato annonça « Après discussion, nous avons conclu. Les changements mis en place par Mathilde Son sont impressionnants et nécessaires, mais notre confiance en l'actuelle direction est gravement ébranlée. » « Qu'est-ce que cela signifie ?» demanda Philippe, redoutant la réponse. « Cela signifie que nous continuerons le partenariat, mais sous condition. Mathilde Son doit avoir une autorité exécutive réelle pour poursuivre les changements.
et nous voulons une transparence totale sur toutes les opérations de l'entreprise. » Autorité exécutive? Sophie était incrédule. Elle n'a aucune expérience en gestion. Elle a 5 ans d'expérience à observer la gestion inefficace de cette entreprise, répondit froidement Kojima, et 3 mois d'expérience à mettre en place des améliorations concrètes. C'est plus que ce qu'aucun d'entre vous n'a démontré. L'ultimatum était clair, soit Mathilde prenait un poste exécutif avec l'autorité de poursuivre les changements, soit les Japonais rompaient le partenariat. Ce soir-là, Mathilde rentra chez elle à Saint-Denis complètement épuisée. Sa mère, Madame Colette, regardait la télévision dans le petit salon. « Comment s'est passée ta journée, ma fille ?» demanda-t-elle comme à son habitude. Mathilde s'assit à côté d'elle sur le vieux canapé. « Maman, je crois que ma vie est sur le point de changer complètement. »« En bien ? Je ne sais pas. C'est compliqué. » Mathilde raconta à sa mère les derniers mois, les changements dans l'entreprise, l'ultimatum des Japonais. Madame Colette écouta tout en silence. « Et que vas-tu faire ?» demanda-t-elle quand Mathilde eut terminé. « Je ne sais pas, maman. C'est beaucoup de responsabilités. Et il y a encore beaucoup de résistance dans l'entreprise. »« Ma fille, » Madame Colette prit la main de Mathilde, « pendant 5 ans, je t'ai vu pleurer de frustration de ne pas pouvoir utiliser tes compétences. Maintenant, tu as la chance de vraiment faire la différence, pour toi et pour toutes les personnes comme toi. Et si j'échoue? Et si tu réussis? Combien de personnes pourras-tu aider? Combien de talents gaspillés pourras-tu valoriser? » Mathilde dormit peu cette nuit-là, repensant aux paroles de sa mère. Le lendemain matin, elle arriva à l'entreprise plus tôt que d'habitude et fit sa routine de nettoyage pour la dernière fois. À 9 heures, tous étaient réunis dans la salle de conférence. Les Japonais attendirent la réponse de Mathilde. « J'accepte cette responsabilité, » annonça-t-elle, « mais avec quelques conditions. »« Lesquelles ?» demanda Kato. « Premièrement, une autorité réelle pour restructurer tous les niveaux de l'entreprise, y compris la direction si nécessaire. Deuxièmement, une transparence totale sur toutes les décisions, avec des rapports mensuels pour vous. Troisièmement, un système d'évaluation basé sur les résultats, pas sur la politique interne. Quatrièmement, programme de développement professionnel pour tous les employés. Cinquièmement, politique de porte ouverte pour les suggestions et réclamations. Les Japonais ont accepté toutes les conditions. Les dirigeants français n'avaient d'autre choix que d'accepter. « Et votre poste actuel ?» demanda Philippe, essayant de garder une certaine dignité. « Je le garde », répondit Mathilde, surprenant tout le monde. « Je continuerai à nettoyer cette entreprise, littéralement et figurativement. » Dans les mois qui suivirent, Mathilde mit en place la transformation la plus radicale que l'entreprise ait jamais connue. Elle créa un programme de développement interne qui identifia et promut des dizaines d'employés sous-utilisés. Elle établit des partenariats avec des universités pour proposer des formations. Elle implanta un système de suggestion qui aboutit à des centaines d'améliorations opérationnelles. Mais sa décision la plus symbolique fut de continuer à faire le ménage dans l'entreprise 1 fois par semaine. Elle disait que c'était pour rappeler à tous, y compris à elle-même, qu'il n'y a pas de travail indigne, seulement des opportunités gaspillées. L'impact des changements dépassa l'économie financière. L'entreprise devint une référence en matière de gestion des ressources humaines. Les universités envoyaient des étudiants pour observer son modèle de gestion. D'autres entreprises demandèrent des conseils en transformation organisationnelle. Monsieur Joseph, désormais superviseur général des travaux, devint l'une des personnes les plus respectées de l'entreprise. Madame Carole développa une gamme de produits qui généra 2 millions d'euros en nouveaux contrats. Raphaël créa un système de gestion vendu à d'autres entreprises. « Comment saviez-vous que cela marcherait ?» demanda Philippe à Mathilde lors d'une de leurs réunions mensuelles. « Parce que je connaissais le potentiel qui était gaspillé, » répondit-elle. « Vous voyez des agents d'entretien, de maintenance et des employés polyvalents. Je voyais des ingénieurs, des enseignants, des gestionnaires, des techniciens, des experts. La différence, c'est que je leur ai parlé. L'entreprise non seulement maintint son partenariat avec les Japonais, mais l'étendit à d'autres marchés asiatiques. Le modèle de gestion développé par Mathilde devint une étude de cas dans les écoles de commerce. Sophie, qui avait été l'une des plus résistantes au changement, vint trouver Mathilde en privé. « Je veux m'excuser, » dit-elle, « pour tous les préjugés, toutes les opportunités refusées, toutes les fois où je ne vous ai pas donné la chance que vous méritiez. »« Sophie, » répondit Mathilde,
Vous n'avez pas à vous excuser auprès de moi. Vous devez vous engager à ne pas répéter les mêmes erreurs avec d'autres. Comment? En regardant au-delà des apparences, en parlant aux gens au lieu de juste donner des ordres, en leur demandant leurs expériences, leurs qualifications, leurs rêves, en traitant chacun comme un être humain à part entière, pas comme une fonction limitée. 2 ans après la réunion qui changea tout, Mathilde se trouvait dans la même salle de conférence, mais désormais en tant que directrice du développement humain. L'entreprise avait triplé son chiffre d'affaires et était devenue leader dans son secteur. Lors d'une visite des investisseurs japonais, Sato lui posa une question qui la fit réfléchir. « Mathilde-san, avez-vous des regrets sur tout ce qui s'est passé ?»« Oui, » répondit-elle honnêtement. « Je regrette d'avoir mis autant de temps à parler. Je regrette d'avoir accepté d'être invisible pendant 5 ans. Je regrette de ne pas m'être battue plus tôt pour les autres employés dans la même situation que moi. Et de quoi êtes-vous le plus fier? D'avoir prouvé que tout le monde a du potentiel. Ils ont juste besoin d'opportunités et de reconnaissance. » Cet après-midi-là, Mathilde fit son nettoyage hebdomadaire dans l'entreprise, une routine qu'elle respectait religieusement. Tout en passant dans les bureaux, elle parlait avec des employés de tout niveau, écoutait des suggestions, identifiait des problèmes, repérait des opportunités. « Pourquoi faites-vous encore cela ?» demanda Jean-Pierre, qui respectait désormais profondément Mathilde. « Parce que c'est comme ça que j'ai appris à connaître cette entreprise, » répondit-elle. « C'est en observant, en écoutant, en prêtant attention aux détails que personne ne remarquait. Et parce que je veux que tout le monde sache qu'il n'y a pas de petit travail, seulement des personnes qui n'ont pas encore eu la chance de montrer leur grandeur. » À la fin de la journée, Mathilde rentrait chez elle à Saint-Denis dans le même bus que d'habitude. Mais maintenant, elle emportait avec elle la satisfaction de savoir qu'elle avait transformé non seulement sa propre vie, mais aussi la vie de dizaines de personnes qui, comme elle, avaient été sous-estimées et gaspillées. Madame Colette, qui avait désormais accès aux meilleurs traitements médicaux grâce au plan santé cadre de Mathilde, demandait toujours des nouvelles du travail. « Ça en vaut toujours la peine, ma fille ?»« Plus que jamais, maman. Chaque personne qui obtient une chance équitable, chaque talent qui est reconnu, chaque vie qui change pour le mieux, chaque moment de lutte en vaut la peine. » L'entreprise a continué à croître et à s'étendre. Mathilde a développé un institut de valorisation des ressources humaines qui offrait des conseils gratuits aux petites entreprises. Le modèle de gestion basé sur la reconnaissance du potentiel humain s'est répandu dans tout le pays. Mais le changement le plus significatif était dans les personnes. Les employés qui étaient autrefois invisibles avaient désormais une voix active. Les talents qui étaient gaspillés étaient maintenant cultivés. Les préjugés qui semblaient naturels ont été remis en question et éliminés. Philippe, qui avait tant résisté aux changements initiaux, est devenu l'un des plus grands défenseurs du nouveau modèle. « Mathilde, » dit-il lors d'une réunion annuelle, « vous n'avez pas seulement sauvé notre entreprise, vous nous avez appris à voir les gens pour de vrai. »« Le mérite ne revient pas à moi, » répondit Mathilde. « Le mérite revient à chaque personne qui a eu le courage de montrer son potentiel quand elle a enfin reçu une opportunité. » Lors de la réunion annuelle avec tous les employés, Mathilde a prononcé un discours qui résumait sa philosophie. « Quand j'ai commencé à travailler ici comme femme de ménage, j'étais invisible. Mais l'invisibilité ne signifie pas l'inexistence. Cela signifie que d'autres ont choisi de ne pas voir. Pendant 5 ans, j'ai observé des talents gaspillés, des opportunités perdues, un potentiel ignoré. La transformation de cette entreprise n'est pas arrivée parce que j'ai apporté quelque chose de nouveau. C'est arrivé parce que nous avons enfin reconnu ce qui était déjà là. Chacun d'entre vous a toujours eu de la valeur. Certains d'entre vous n'avaient simplement pas eu la chance de le montrer. Les applaudissements qui ont suivi ont duré près de 5 minutes. Mais pour Mathilde, la plus grande reconnaissance était dans les regards des gens, dans les sourires de ceux qui se sentaient enfin valorisés, dans la dignité retrouvée de ceux qui avaient été sous-estimés si longtemps. Monsieur Joseph s'est approché d'elle après la réunion. « Mathilde, ma fille, je ne sais pas comment vous remercier pour tout ce que vous avez fait. »« Monsieur Joseph, » répondit-elle, « je n'ai rien fait d'autre que vous donner l'opportunité de montrer ce que vous avez toujours su faire. Le mérite vous revient entièrement. Mais c'est vous qui avez vu l'ingénieur dans le gardien. Et c'est vous qui avez eu le courage de passer de la loge à la supervision des chantiers à 62 ans.
Ce n'est pas rien. La conversation a été interrompue par Madame Carole, qui apportait un gâteau spécial qu'elle avait préparé pour célébrer. « Ma fille, dit-elle à Mathilde, tu sais que tu as changé nos vies, n'est-ce pas? C'est vous qui avez changé vos propres vies, répondit Mathilde. J'ai simplement ouvert des portes qui étaient fermées sans raison. Mais sans toi, on n'aurait jamais eu cette chance. Et sans vous, je n'aurais jamais appris qu'une entreprise est faite de personnes, pas de postes. Que le potentiel existe partout attendant d'être découvert. Qu'il suffit parfois que quelqu'un demande « Qu'est-ce que vous savez faire ?» au lieu de supposer ce que vous ne pouvez pas faire. La fête a continué toute la soirée, avec des employés de tous niveaux célébrant ensemble. Les cadres discutaient avec le personnel d'entretien comme des égaux. Les superviseurs échangeaient des expériences avec les techniciens. La hiérarchie existait toujours pour des raisons opérationnelles, mais avait disparu en tant que barrière sociale. Mathilde observait tout du coin de la salle, se rappelant comment c'était à peine 2 ans auparavant. Elle pensait à toutes les réunions auxquelles elle avait assisté en silence, toutes les fois où on l'avait traitée comme si elle était invisible, toutes les opportunités qu'elle avait perdues à cause des préjugés. Mais elle pensait aussi à la façon dont cette expérience l'avait préparée pour ce qui était venu ensuite. Comment ces années d'observation silencieuse lui avaient redonné une compréhension unique de l'entreprise. Comment le fait d'être sous-estimé lui avait appris à valoriser le potentiel des autres. « À quoi penses-tu » demanda Cato qui s'était approché. « À quel point le destin est étrange » répondit Mathilde. « Si vous n'étiez pas venu à cette réunion, si le traducteur n'avait pas manqué, si les dirigeants n'avaient pas décidé de jouer avec moi, rien de tout cela ne serait arrivé. Tu penses que c'était une coïncidence? Je pense que c'était inévitable. Pas exactement de cette manière, mais d'une façon ou d'une autre. Il y avait trop d'énergie refoulée ici, trop de potentiel gaspillé, trop d'injustices accumulées. Tôt ou tard, quelque chose devait exploser. Et tu as été l'étincelle. Je n'ai été que la personne qui a décidé d'arrêter d'accepter que les choses soient comme elles étaient, simplement parce qu'elles avaient toujours été ainsi. » Kojima se joignit à la conversation. « Mathilde-san, as-tu l'intention d'étendre ce modèle à d'autres entreprises? Nous le faisons déjà à travers l'Institut, mais ce n'est pas quelque chose qui peut être simplement copié. Chaque entreprise a sa propre dynamique, ses propres préjugés, ses propres talents cachés. Quel est le principal défi? Convaincre les gens que le changement est possible, qu'il n'est pas naturel de gaspiller le potentiel humain, que les préjugés ne sont pas du réalisme, mais de la paresse mentale, que donner des opportunités basées sur le mérite n'est pas de l'idéalisme, mais de l'efficacité. » La conversation fut interrompue par une nouvelle employée, récemment recrutée pour le département des projets. C'était une femme noire d'une 40aine d'années qui avait été promue du service de nettoyage d'une autre entreprise. « Mathilde, dit-elle visiblement émue, je voulais te remercier. Pas seulement pour l'opportunité qu'on m'a donnée ici, mais pour avoir prouvé que c'était possible. Quand j'ai entendu parler de ton histoire, j'ai postulé. Je n'aurais jamais cru qu'une entreprise puisse vraiment voir au-delà des apparences. « Comment t'appelles-tu » demanda Mathilde. « André. André Leroy. »« André, puis-je te donner un conseil? Ne me remercie pas d'avoir reçu une opportunité. Célèbre plutôt d'avoir eu le courage d'accepter le défi. L'opportunité, vous la méritez de droit. Le succès, tu le construis par ta compétence. Mais si tu n'avais pas été là, si je n'avais pas été là, quelqu'un d'autre aurait fini par remettre le système en question. Ou peut-être que tu l'aurais fait toi-même. La question n'est pas de savoir qui a fait le premier pas. La question, c'est que nous avons tous décidé de continuer à avancer. » Plus tard dans la soirée, après que tout le monde fut parti, Mathilde resta seule dans l'entreprise pour faire son nettoyage hebdomadaire. C'était un moment de réflexion qu'elle chérissait. Marcher dans les mêmes couloirs où elle avait été invisible, nettoyer les mêmes salles où on l'avait ignorée, mais désormais en tant que membre d'une entreprise complètement transformée. Elle s'arrêta dans la salle de réunion où tout avait commencé, l'endroit où les dirigeants avaient ri à l'idée qu'elle traduise le japonais, là où elle avait finalement décidé de cesser d'être invisible. Sur le tableau blanc étaient encore inscrits les objectifs de l'entreprise pour l'année à venir. Des objectifs ambitieux qui incluaient l'extension du modèle de gestion à 50 nouvelles entreprises, la création de 100 nouvelles opportunités pour les employés sous-exploités et des économies de 10 millions d'euros grâce à l'optimisation des ressources humaines.
Mathilde sourit en se rappelant les objectifs d'il y a 2 ans. Petit, conservateur, axé sur le maintien du statu quo. Maintenant, ils rêvaient grand parce qu'ils avaient appris que le potentiel humain bien exploité n'avait pas de limite. Son téléphone sonna. C'était un message de Sato. Mathilde-san, nous venons de recevoir une proposition pour étendre le modèle aux filiales au Japon. Intéressé par la coordination d'un projet international? Mathilde regarda le message longuement. 2 ans plus tôt, elle nettoyait cette salle en rêvant d'une opportunité d'utiliser ses connaissances. Maintenant, elle avait des opportunités qu'elle n'aurait même pas osé imaginer. Mais sa réponse fut immédiate. « J'accepte, à condition que nous puissions inclure un programme d'échange pour les employés d'ici. Le potentiel n'a pas de nationalité. » La réponse arriva rapidement. « Excellente idée, vous continuez à nous surprendre. » Mathilde rangea son téléphone et reprit son nettoyage. Elle pensa à sa mère, qui tenait encore à l'attendre à la maison, pour lui demander comment s'était passée sa journée. Elle pensa à Monsieur Joseph, qui supervisait désormais des chantiers dans 3 pays. Elle pensa à Madame Carole, dont la créativité en marketing avait généré des millions d'euros en nouveaux contrats. Elle pensa à toutes ces personnes encore dans des entreprises à travers toute la France, travaillant en dessous de leur potentiel, sous-estimés, gaspillés, rendus invisibles par les préjugés et le manque de vision. Elle termina le nettoyage et éteignit les lumières. Demain serait un nouveau jour de travail, un nouveau jour de transformation, un nouveau jour pour prouver que chaque personne a de la valeur, chaque personne a du potentiel, chaque personne mérite une opportunité. En attendant le bus à l'arrêt, Mathilde réfléchit à son parcours. Elle avait commencé comme une femme de ménage invisible et était devenue une cadre respectée. Mais la vraie transformation n'avait pas été la sienne. Elle avait été celle de toute l'entreprise, de dizaines d'employés, d'une culture organisationnelle entière. Et cette transformation continuait chaque jour, chaque fois que quelqu'un voyait du potentiel, là où d'autres voyaient des limites, chaque fois que quelqu'un donnait une opportunité basée sur le mérite, chaque fois que quelqu'un choisissait d'inclure plutôt que d'exclure. Le bus arriva et Mathilde monta, saluant le chauffeur comme elle le faisait toujours. C'était un homme sympathique qu'elle connaissait depuis des années. « Comment s'est passée ta journée, Mathilde ?» demanda-t-il comme d'habitude. « Transformante, répondit-elle en souriant, comme toujours. » Pendant le trajet de retour vers Saint-Denis, Mathilde regarda les lumières de la ville par la fenêtre. Elle pensa à toutes les entreprises qui gaspillaient des talents à cet instant précis, à toutes ces personnes sous-estimées, ignorées, rendues invisibles. Mais elle pensa aussi à toutes les entreprises qui avaient déjà mis en place des changements inspirés par son histoire, à toutes les personnes qui avaient reçu les opportunités qu'elles méritaient, à tous les préjugés qui avaient été remis en question et éliminés. Le changement était lent, mais réel. Et chaque petite victoire ouvrait la voie à des victoires plus grandes. En rentrant chez elle, Madame Colette regardait le journal. Le sujet principal concernait une nouvelle loi obligeant les entreprises à mettre en place des politiques transparentes de recrutement et de promotion. « Regarde, ma fille, dit sa mère, tes idées deviennent des lois. Ce ne sont pas mes idées, maman. Ce sont des idées de justice, d'efficacité, de bon sens. Elles ont juste mis trop de temps à être mises en œuvre. Es-tu fière de ce que tu as accompli ?» Mathilde réfléchit un instant à la question. « Je suis fière de ce que nous avons accompli. Toi, moi, Monsieur Joseph, Madame Carole, Raphaël, même Philippe et Sophie. Nous avons tous appris quelque chose d'important. » Quoi donc? Que les personnes comptent plus que les postes, que le potentiel est plus précieux que les préjugés, que donner une opportunité n'est pas une faveur, mais un investissement, et que le changement est possible quand on cesse d'accepter que les mauvaises choses sont inévitables. Madame Colette sourit. « Ma fille, la professeure qui n'a jamais perdu l'habitude d'enseigner. Et vous, ma première élève, c'est vous qui m'avez appris que la dignité ne dépend pas d'un poste, qu'un travail honnête a toujours de la valeur, que l'éducation est un investissement que personne ne peut nous enlever. Et qu'enseigneras-tu demain? La même chose que toujours, maman. Que chaque personne a de la valeur, que chaque travail a de la dignité, que chaque opportunité doit être basée sur le mérite, et que le changement commence par une personne qui décide qu'elle peut faire la différence. Cette nuit-là, Mathilde dormit paisiblement.
Elle savait qu'il y avait encore beaucoup de travail à faire, beaucoup d'entreprises à transformer, beaucoup de personnes à aider. Mais elle savait aussi qu'elle avait prouvé quelque chose de fondamental. Le changement est possible. Et parfois, tout ce qu'il faut, c'est une personne prête à cesser d'être invisible et à commencer à faire la différence. Fin de l'histoire. Maintenant, dites-nous ce que vous avez pensé de cette histoire inspirante. Pensez-vous que Mathilde a pris les bonnes décisions? Avez-vous vécu une situation similaire dans votre vie ou votre travail? Partagez votre avis avec nous dans les commentaires. Nous adorons entendre vos expériences. N'oubliez pas de laisser un like si cette histoire vous a touché le cœur et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer d'autres histoires émouvantes qui montrent comment une personne peut tout transformer autour d'elle.